Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 6 mai et en direct ce soir, nous traitons de deux sujets qui soulèvent beaucoup d'inquiétudes. Échéance de crédit et tourisme dans notre pays. D'abord ce chiffre, 416 000, c'est le nombre de demandes sur les reports de remboursement des échéances de crédit bancaire. Selon l'argentier du royaume Mohamed Ben Chaboun, 5% de ces demandes ont été rejetées. À noter que ces chiffres sont arrêtés au 24 avril dernier en attendant leur mise à jour par le comité de veille économique qui tient d'ailleurs sa prochaine réunion le vendredi prochain. Mais voilà. Les critiques ont été nombreuses quant au modus operandi des institutions bancaires depuis l'annonce conjointe entre le ministère des Finances et le groupement des banques du Maroc quant à la gratuité de ces reports. Gratuité des services en ces temps de crise inédite, oui. Mais qu'en est-il des taux? Maître Mohamed Oulkhouir, avocat d'affaires, répondra aux questions relatives à cette problématique qui touche des dizaines de milliers de familles et d'entreprises marocaines. En deuxième partie de cette émission, diagnostic d'un secteur qui a été l'un des premiers à essuyer l'impact du Covid-19. Le tourisme, un secteur vital puisqu'il pèse 17% du PIB marocain et emploie pas moins de 2 millions de personnes de manière directe ou indirecte. La tutelle suit de près la situation et publie un flash hebdomadaire dans ce sens. Mais qu'en est-il des mesures envisagées ou déjà dans le pipe pour répondre aux doléances des professionnels d'un secteur meurtri par la crise? Le directeur de stratégie du ministère du Tourisme, Tariq Sadiq, répondra à nos questions et à vos questions que vous pouvez lui adresser ou nous adresser via le hashtag QuestionEcho sur nos pages de réseaux sociaux. A tout de suite. Et nous entamons donc la première thématique avant de poser les questions à l'avocat d'affaires Maître Oulkhouir. Je vous laisse avec ce papier signé Zeb Messari qui revient sur les principales mesures prises par les banques pour soutenir les ménages et les entreprises directement bien sûr touchées par les conséquences de cette crise du Covid. Regardez. Au Maroc, le secteur bancaire s'est rapidement mobilisé pour contribuer à atténuer les effets du coronavirus sur les entreprises et les particuliers. Sous l'impulsion de Banque Al Maghrib, les différentes banques commerciales ont mis en place des mécanismes de gestion de leur portefeuille client dans cette période critique. Parmi eux, l'opération de report des échéances de crédit amortissables et de leasing jusqu'au 30 juin prochain, sans frais ni pénalité de retard pour les ménages et les entreprises directement impactés par le Covid-19. D'après le GPBM, le groupement professionnel des banques du Maroc, en 2 semaines, près de 400 000 demandes de report d'échéances de crédit ont été traitées et validées avec un taux de rejet ne dépassant pas les 4%. Dans le cadre du dispositif d'Aman Oxygène, les entreprises peuvent avoir à leur disposition la trésorerie nécessaire pour couvrir leurs dépenses sur 3 mois. Ces lignes sont garanties par la Caisse centrale de garantie. Et depuis Casablanca, nous établissons le contact via Skype avec l'avocat d'affaires Mohamed Oulkhouir. Bonsoir Maître Oulkhouir. Bonsoir. Alors, première question, quelle est la nuance entre la gratuité des reports et celle des services bancaires, justement pour faire face aux impacts de cette crise du Covid? La nuance, c'est que ce qui a été indiqué par le comité de veille économique, c'est que le report se ferait sans frais ni pénalité, le report. Et effectivement, le report lui-même, donc le fait de ne pas payer 3 mois ou 6 mois d'échéance de crédit immédiatement, de ne pas payer ses traites et les intérêts afférents, ce report-là, en lui-même, se fait normalement auprès des banques sans aucun frais et sans aucune pénalité s'agissant de cette possibilité-là de simplement reporter. Après, la question des conséquences du report est une question un peu différente. Justement, est-ce que ces reports peuvent toujours être gratuits? Parce qu'un report sans frais additionnels, oui, mais il s'agit là d'un crédit qui se rallonge dans la durée. Qui dit plus de temps ou de durée de crédit induit aussi automatiquement plus d'intérêt. Tout à fait, c'est une conséquence mécanique, puisque les 3 mois ou les 6 mois pendant lesquels les mensualités sont reportées vont arriver et se rajouter à la fin du crédit. C'est une des premières options et c'est celle qui est retenue. L'autre option serait d'augmenter les remboursements sur les échéances restantes pour ne pas allonger la durée du crédit. Mais là, il y a une thématique mécanique qui est liée au fait qu'on reporte le crédit et donc qui doit en supporter les conséquences.
Est-ce que le simple report est suffisant pour les entreprises et les concitoyens, ou est-ce qu'il faut un effort supplémentaire de la part des banques pour absorber aussi les conséquences de ce report? Et donc là, ce débat-là n'a pas été clairement tranché. Il me semble qu'il y a des discussions à l'heure actuelle entre la banque, les banques, le GPBM, le comité de veille économique, Absolument. les autorités, pour essayer de trouver un modus operandi qui soit acceptable pour tout le monde, parce que la solidarité signifie effectivement faire des efforts, mais peut-être que les efforts doivent être partagés par tous, peut-être peut-être pas sur la même proportion, parce que ce que je comprends, c'est que les entreprises ou les citoyens se disent ces 3 mois ou ces 6 mois ne devraient avoir aucun impact. Ça devrait se passer comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est pas non plus aussi tout à fait simple, parce qu'il y a quand même une conséquence, il y a 3 à 6 mois de plus, donc il faut qu'ils soient absorbés d'une manière ou d'une autre, et donc il y a cette question de ces intérêts intercalaires qu'il faut prendre en compte et savoir qui doit les imputer. Est-ce que ça doit être absorbé par les banques? Est-ce que ça doit être absorbé par les particuliers? Est-ce que ça doit être moitié-moitié? Est-ce que c'est l'État qui doit prendre en charge cet élément à travers le fonds Covid? C'est une question d'arbitrage politique, c'est pas tellement une question juridique, il me semble. Très bien, parce que vous avez justement cité ces discussions. Il y a un quotidien de la place qui a affirmé en tout cas que le comité de veille économique aurait demandé des explications aux banques quant aux facturations de leurs services en temps de crise, de pandémique. Et aussi, cette information est à vérifier. En tout cas, nous avons contacté les services de communication du ministère. Ils nous ont ni affirmé ni infirmé cette information. Ceci dit, on sait que le comité de veille économique tient une réunion vendredi, donc on saura beaucoup plus. Alors, par rapport à la remise du tableau d'amortissement, que dit la loi justement si ce report était de 3 mois? À combien on est appelé à rembourser 2 mois supplémentaires? Est-ce qu'on doit, ça va être reporté, ou plutôt la durée du crédit sera reportée de 3 mois ou de plus? Non, alors là, tout dépend parce que parce qu'il n'y a pas une forme de crédit. Tout dépend de la durée de votre crédit. Un crédit de 5 ans, 10 ans, 15, 20 ou 25 ans ce sera nécessairement pas les mêmes impacts. Ce qu'on a tendance à dire en schématisant, c'est que un report de 3 mois aboutit à un surcoût de l'équivalent d'1 mois. Et pour 6 mois, ce serait 2 mois. Mais c'est vraiment très schématique et il faut regarder au cas par cas. Il y a un certain nombre dès lors la décision du comité de veille économique et les décisions qui ont été prises doivent être mises en place après et relayées au niveau contractuel. Donc effectivement, il y aura un tableau d'amortissement à refaire, à modifier avec cet allongement du crédit. Toutes ces opérations-là, normalement, devraient être sans frais. Qu'en est-il des cas qui reviennent d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ont vu leur dossier se faire refuser tout simplement? Est-ce qu'il y a un recours par rapport à ces personnes-là dont le dossier a été refusé, malgré que le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration a annoncé un chiffre de moins de 50% de refus? Mais qu'en est-il pour les autres qui n'ont pas pu justement accéder à ces facilitations de report d'échéance de crédit? Il me semble que c'est très faible, même pas, à mon avis, je me demande si c'est pas 5% même de refus plutôt que 50%. Mais non, j'ai dit 5%, 5%. 5, pardon, j'ai mal entendu. Donc, mais effectivement, c'est très très bas, c'est 5%. Donc on a des niveaux de refus qui sont très très faibles. Mais pour ceux pour lesquels c'est refusé, ils peuvent déjà faire une demande ou une réclamation auprès de leur banque, éventuellement saisir le GPBM, le groupement bancaire, pour demander à ce que cette décision soit réexaminée. Et on a naturellement toujours la possibilité d'agir en justice et de considérer qu'un avantage prévu par le législateur n'a pas été mis en œuvre et respecté comme il le fallait par la banque. Même cette question-là de qui doit supporter in fine les conséquences du fait du léger flou de la formulation sans frais ni pénalité que d'aucuns comprennent comme une gratuité absolue et d'autres comme le fait que ce n'est pas une gratuité complète. Cette question-là, s'il n'y a pas une clarification consensuelle qui est établie, les tribunaux, une fois qu'ils reprendront leur activité, trancheront cette thématique et détermineront finalement si les citoyens et les entreprises avaient la légitime attente ou la légitime expectative de ne devoir rien payer. Et que donc, toutes les conséquences de ce report, le report lui-même et toutes ses conséquences devraient se faire à coût zéro pour le débiteur, ou s'il y a un quelconque partage à mettre en place. Tout cela n'est pas encore réglé. On peut quand même avoir un focus avec ce qui se fait à l'international. Il faut savoir qu'à l'étranger, ce report
sans frais ne signifie pas qu'il y a une remise des intérêts intercalaires. Absolument. Cette question à l'étranger est totalement réglée. Quand je parle de l'étranger, je pense notamment à la France, qui a un mécanisme assez proche du nôtre, où là, les intérêts intercalaires doivent être payés, et où de toute façon, dans les contrats en France, on avait une habitude de prévoir des possibilités de suspendre temporairement les mensualités pour différentes raisons. Et dans ces cas-là, la suspension se faisait effectivement sans frais et sans pénalité. Par contre, les coûts intercalaires étaient rajoutés et la durée du crédit rallongée, et donc avec mécaniquement un coût un peu plus élevé. Et ce qui fait la base, n'est-ce pas, du système financier, nous n'allons pas changer les choses. Alors, dernière question, Maître El Khouer. Chaque banque applique un modèle de demande de report différent. Selon vous, Banque El Maghreb ou le GPBM ont-ils les prérogatives nécessaires, ou même le ministère des Finances, pour imposer un modèle généralisé à toutes les banques au Maroc, pour que justement chacune ou toutes appliquent la même forme de report des échéances de crédit? Oui, ça, on peut imaginer qu'effectivement, puisque les types de contrats qui sont proposés par les banques, de toute façon, se font sous l'encadrement de Banque El Maghreb. Et il y a un certain nombre de clauses, on ne peut pas y mettre n'importe quoi, il y a un contrôle de l'activité des banques. Donc on pourrait imaginer que dans ces circonstances exceptionnelles, on prévoit un modèle. Mais ce modèle-là, de toute manière, ne réglerait pas tout, puisque ensuite, il y aura une infinité de situations dépendant des cas des uns et des autres. Ceux qui sont à 2 ou 3 mois de la fin de leur crédit, c'est pas la même chose que ceux qui viennent de le débuter. Ceux qui ont des taux fixes, des taux fixes, des taux variables. Il y a différentes thématiques. On parle aussi des banques participatives, où il n'y a pas d'intérêt. Donc, dans ces cas-là, comment on intègre cette question de la suspension dans ces différents mécanismes contractuels mis en place dans la banque participative? Il me semble que cet élément-là devrait être réglé au niveau de chacune des banques, puisqu'in fine, on ne parle que de contrats. Ce sont des orientations qui sont données. Il y a un principe quand même important dans notre droit qui est celui de la liberté contractuelle. Donc là, on a un cas de suspension, on est un peu à la bordure de la force majeure et de ses conséquences sur ce type de contrat. Donc, à mon avis, ce serait plutôt d'avoir des orientations très claires, plutôt que d'établir un modèle, de clarifier une fois pour toutes cette question à travers le comité de veille économique ou éventuellement à travers le GPBM, de trouver un mécanisme, peut-être prévoir que la durée n'est pas rallongée, mais on donne la possibilité aux gens de rembourser un peu plus progressivement sur certaines mensualités sans aucun frais annexe et supplémentaire. Bon, il y a une infinité d'options. Après, il faut les discuter et les mettre en place. Peut-être que là, compte tenu de l'urgence, les choses sont allées un peu vite et on n'a pas pu finaliser réellement tous les aspects. Elles seront certainement discutées par le comité de veille économique qui a justement lancé cette mesure parmi tant d'autres pour venir en aide et soutenir, ce soit les ménages ou les entreprises en difficulté en temps de crise. Merci beaucoup, Maître Mohamed El Khouer, avocat d'affaires. Vous étiez avec nous depuis Casablanca. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Question écho se poursuit. Je rappelle encore une fois que vous pouvez interagir avec l'émission via le hashtag Question écho chaque jour à la mi-journée sur nos pages de réseaux sociaux. Nous publions les 2 thématiques qui seront traitées. Vous êtes libre de publier toute question qui est relative à ces thématiques. La deuxième thématique, le tourisme, c'est tout de suite. Restez avec nous. Et bien sûr, incontestablement, c'est l'un des secteurs les plus touchés par le coronavirus ou par cette crise liée au coronavirus. Le tourisme national, mais aussi mondial, est à l'arrêt au Maroc. Les professionnels anticipent une perte de devises ou en devises de 138 milliards de dirhams sur 3 ans. Ce sera le second thème donc de ce soir avec notre invité. Mais avant de le recevoir, voyons ensemble l'impact du Covid-19 sur le tourisme avec Zind Msari. L'heure est grave pour le secteur du tourisme. Au Maroc, l'industrie touristique est totalement à l'arrêt depuis la mi-mars. Selon le ministère du Tourisme, moins de 100 établissements hôteliers sont encore ouverts sur près de 4000 que compte le Royaume. Les professionnels du secteur ne s'attendent pas à un redémarrage avant décembre prochain. Autant dire que 2020 pourrait être synonyme d'année blanche pour ce secteur vital de l'économie nationale. Aucune visibilité non plus sur l'année prochaine. Pour la Confédération nationale du tourisme, ce n'est qu'en 2023 que l'activité pourrait retrouver son niveau de 2019. La CNT anticipe déjà une perte en devises de 138 milliards de dirhams sur 3 ans. Et les conséquences se font déjà sentir, d'autant plus que l'arrêt de l'activité touristique impacte toute la chaîne de valeur du secteur, notamment le transport touristique, les agences de voyage
ou encore les guides. Pour éviter une faillite totale, les acteurs nationaux du tourisme appellent à la mise en place d'un dispositif proactif spécifique qui s'articule autour de 3 points. Sauvegarder l'outil de production, maintenir les emplois, sauvegarder la compétitivité de la destination Maroc. Pour sa part, l'Office national du tourisme marocain a lancé une campagne pour encourager le tourisme national intitulée « Alaman Tlaqaw ». Le Maroc n'est pas la seule destination à souffrir des effets du coronavirus. L'Organisation mondiale du tourisme prévoit une baisse de 20 à 30% en 2020 du tourisme international par rapport aux chiffres de 2019, soit quelques 440 millions de voyages et environ 450 milliards de dollars en moins. D'après les estimations de l'OCDE, l'impact sur les revenus à l'échelle mondiale en 2020 serait de moins 45% et pourrait aller jusqu'à moins 70% si l'arrêt d'activité était prolongé jusqu'en septembre. Et avec nous depuis Rabat, Taler Sadir, directeur de la stratégie au ministère du Tourisme. Bonsoir Taler Sadir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue à vous, merci de l'avoir accepté. Alors, vous avez certainement écouté la première partie de l'émission qui a traité des reports des échéances de crédit. Alors justement, je vous pose la question, qu'en est-il justement des professionnels du secteur? Ont-ils eu droit justement, qui sont frappés depuis le début de cette crise, bien avant le confinement, bien avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire? Qu'en est-il des professionnels du tourisme? Très bien. Écoutez, nous sommes en contact permanent avec les professionnels du tourisme et le ministère, dès les prémices de cette crise et par anticipation, a mis en place une cellule de veille dès le 27 janvier dernier, il y a plus de 3 mois maintenant. Et cette cellule travaille quotidiennement avec l'ensemble des composantes du secteur, que ce soit au niveau de l'administration, les départements sous tutelle, nos délégations régionales et provinciales et bien évidemment la partie la plus importante, à savoir les professionnels du tourisme, que ce soit au niveau de la CNT ou de l'ensemble des membres. Et ce travail-là permet, de collecter, de remonter les alertes et les informations de manière quotidienne au niveau de la destination Maroc, au niveau des marchés, mais également c'est un canal d'échange et d'itération par rapport aux besoins, par rapport aux propositions et par rapport à l'ensemble des idées qui peuvent émerger pour relancer le secteur. Alors justement, qu'est-ce qui peut être fait là tout de suite? Parlons, d'accord, cette cellule de veille est en marche depuis janvier, nous sommes maintenant en mai, beaucoup de choses se sont passées depuis, pas que des choses positives bien sûr. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par rapport aux doléances des professionnels du secteur? Écoutez, il y a un temps pour tout. Le ministère, à l'image de l'ensemble des composantes de la nation, s'est mobilisé pour exécuter la stratégie voulue par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui vise d'abord à protéger la santé et la sécurité des citoyens et à assurer la dignité des populations. Donc, le ministère, en tant que membre du CVE, du Comité de veille économique, s'est d'abord penché d'une manière collégiale avec l'ensemble des composantes de ce comité pour assurer cette première brique, la santé, la sécurité, et de s'assurer que l'ensemble de la population marocaine puisse subvenir à ses besoins d'une manière transversale. Maintenant est venu le moment, effectivement, je pense que le CVE s'y penchera à partir de ses prochaines réunions sur des thématiques, en tout cas des plans sectoriels. Entre-temps, cela nous a permis de travailler de manière collégiale. À la limite, on peut, ce plan-là, qui est en cours de finalisation, Madame la ministre, nous-mêmes et l'ensemble des composantes du ministère, des professionnels sont en train de le finaliser. Comme vous l'avez dit, il va viser d'abord, bien sûr, de protéger l'outil de production avec l'emploi comme outil ou comme point central de préservation de cet endroit, de préserver l'outil de production pour pouvoir redémarrer rapidement, mais également d'utiliser cette crise-là, qui est une crise sans précédent, comme opportunité pour pouvoir nous transformer et transformer la destination marocaine pour qu'on devienne Très bien. Alors, plus compétitive, transformation. Peut-être les grandes lignes de cette transformation, Taler Sadir. Quelles sont les grandes lignes de ce nouveau tourisme made in Morocco? Je pense qu'il est prématuré d'en parler ce soir. Je pense que l'ensemble des mesures seront présentées et détaillées le moment venu. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette transformation va toucher le tourisme à l'échelle mondiale.
Je pense qu'il y a des nouveaux Mais modes à de l'échelle mondiale, des pays comme l'Espagne, par exemple, ont déjà publié leur plan justement pour l'été, pour sauver la saison estivale. L'Égypte aussi a fait pareil. Beaucoup de normes, bien sûr, ont été mises en place. Qu'en est-il pour le Maroc? Est-ce qu'on se prépare déjà par rapport à affronter justement cette saison estivale avec les bons outils? Tout à fait. Ben, écoutez, on a déjà commencé, comme vous avez dû le voir, il y a quelques jours, le Conseil du gouvernement a adopté un projet de loi, la loi 3020, sur les avoirs. Et donc ça, c'est une première mesure qui a été réfléchie par le ministère et très fortement appuyée et demandée par les professionnels. C'est de soulager un peu la trésorerie de ces entreprises touristiques en leur permettant, par dérogation, d'émettre des avoirs sur les séjours, en tout cas les avances qu'elles avaient déjà perçues de la part de leurs clients. C'est une opération très importante, cela permettra de donner un peu d'oxygène en plus, bien sûr, de toutes les mesures génériques qui ont été adoptées par le CVE. Et le ministère a été une courroie de transmission pour s'assurer que les entreprises touristiques puissent en bénéficier. On parle de la CNSS, on parle des reports des échéances, on reports des reports de paiement des charges patronales, etc. Et de l'ensemble de ces mesures. Exonération fiscale, Tariq Sader? Exonération fiscale et une ligne de crédit dédiée? Les mesures génériques sont connues. Maintenant, nous sommes en train toujours de réfléchir et de travailler sur les mesures spécifiques qui seront annoncées prochainement. Mais je voudrais revenir à ce point-là. Les mesures ont déjà commencé. Je parlais du projet de loi sur les avoirs parce que ça permet de soulager la trésorerie et les devises. Nous sommes en train de travailler avec les professionnels sur comment on peut concevoir le tourisme demain, notamment tout ce qui est mesures d'hygiène et de sécurité, sur les passeports sanitaires, comment on peut circuler dans les hôtels, comment on doit servir les repas dans les restaurants, comment on peut, quelles sont les densités maximales qui seront autorisées. Et ça, c'est un gage de professionnalisme des professionnels, de l'État bien sûr, et c'est quelque chose de très important pour l'image du Maroc quand le tourisme international pourra reprendre. Qui assumera le coût de ces normes de sanitaires, justement? Est-ce que ce sera aux restaurateurs, hôteliers d'assumer le coût pour justement être dans les normes du Covid? Il y a une partie, tout l'accompagnement technique est assumé en partie par le ministère. Et bien évidemment, chacun devra, selon ses actifs, selon ses disponibilités, convenir des investissements minimums. Mais nous parlons aujourd'hui beaucoup plus de procédures dans un premier temps, c'est-à-dire comment on organise le travail. Bien évidemment, dans un deuxième temps, viendront les investissements qui seront implémentés par l'ensemble des pays du monde. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'une transformation de l'industrie. Un troisième point sur lequel nous travaillons, c'est le tourisme interne, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, et c'est, je pense, là aussi, quelque chose sur lequel nous travaillons de concert avec les professionnels du tourisme, parce que confinement oblige, fermeture des frontières oblige, mais également la taille, la potentialité de ce marché. Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes sont interpellées, le ministère à leur tête, pour justement mettre en place un plan d'accompagnement du tourisme interne à très court terme. Alors, justement, en parlant de tourisme interne, détrompez-moi si je me trompe, 28% des nuitées enregistrées en 2019 reviennent aux touristes marocains hors MRE. Qu'en est-il du reste, justement, pour rattraper? Est-ce que ça veut dire que les Marocains qui se dirigeaient vers d'autres destinations pour leurs vacances d'été, en l'occurrence, vont passer leurs vacances ici, surtout si les frontières sont fermées? Si oui, est-ce qu'il y a déjà une offre qui est déjà prête pour ces Marocains qui choisissent, pour les raisons que nous connaissons toutes, elles sont multiples, de passer leurs vacances à l'étranger? Écoutez, je pense que la question de départ à l'étranger, pour le moment, il n'y a pas de visibilité au niveau de l'ensemble des pays qui maintiennent pour le moment, et je pense qu'ils le maintiendront pour un certain nombre de semaines, voire de mois fermés. Donc cette question de voyage à l'étranger, dans les deux sens, soit pour les touristes marocains qui souhaitent partir à l'étranger ou pour les touristes internationaux qui souhaitent venir au Maroc, n'est pas à l'ordre du jour, a priori pour le moment. Maintenant, chaque jour, les données sont mises à jour, la situation sanitaire évolue rapidement et vite dans les différents sens, et les choses peuvent évoluer dans tous les sens. Maintenant, nous souhaitons capter justement que ce soit cette population qui avait l'habitude de voyager à l'étranger, mais également le reste des Marocains qui voyagent chaque année dans les différentes régions du Maroc, pour justement pouvoir les sensibiliser, leur offrir des offres adaptées à leur pouvoir d'achat d'abord, à leur pouvoir d'achat déjà affecté aussi par justement cette crise du Covid. Tout à fait.
Je voudrais juste terminer avec vous, Tariq Sadikh, avec une question de l'un de nos téléspectateurs, enfin une, professionnelle du secteur, de Tanger, qui demande cette question. Est-ce que le gouvernement a prévu des aides financières ou des exemptions fiscales pour aider à relancer le secteur touristique afin que les agences, notamment de voyage, puissent rester à flot? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a déjà une batterie de mesures génériques qui ont déjà été mises en place par les pouvoirs publics. Le secteur du tourisme en bénéficie d'ores et déjà. Et maintenant, nous travaillons sur une partie, disons, plus spécifique, plus sectorielle, qui est en cours de finalisation, que nous sommes en train de discuter et qui sera annoncée en temps élu. Très bien. En tout cas, beaucoup d'annonces sont attendues à travers le comité de veille économique dont le ministère du Tourisme est membre, mais aussi les jours à venir, parce que beaucoup de professionnels attendent des mesures pour rester en vie, pour que leur business reste en vie, pour que les gens gardent leur emploi. Je rappelle qu'il s'agit là de 2 millions d'emplois et 17% de notre PIB national. Merci beaucoup, Tariq Sadikh, d'avoir répondu à nos questions en toute franchise et spontanéité. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Questions Éco. Nous revenons bien sûr demain avec 2 thématiques nouvelles. Vous pouvez interagir avec nous via le hashtag Questions Éco. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous.